Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans C'est Excellent, saison 6, votre émission du dimanche 19h sur Sud Radio, celle qui donne la part belle à l'excellence française dans toute sa complexité et sa richesse. Le comédien, réalisateur et producteur Bruno Solo s'engage et il le fait savoir. Bruno, vous avez reçu le laurier Civisme et Grande Cause des lauriers de l'audiovisuel 2024 aux côtés du réalisateur Frédéric Saint-Simon pour votre participation avec le para-athlète Théo Curin au documentaire Aidant, il est temps de les aider, qui a été diffusé sur France 5. Et puis vous aimez aussi raconter l'histoire avec un grand H dans votre livre Le Voyageur d'Histoire, sorti aux éditions du Rocher. Et je sais que vous avez aussi quelques tours en attente dans votre besace, on va en parler peut-être si vous osez ou si vous avez le droit tout simplement. Bienvenue sur Sud Radio, Bruno Solo. C'est un plaisir, merci. Avec plaisir. C'est un visionnaire qui poursuit inlassablement de nouveaux projets. Le dernier, vous allez voir, n'est pas des moindres. Emmanuel Kessler, vous avez pris la direction générale depuis peu de la chaîne parlementaire LCP et on va parler des grandes évolutions, notamment son passage sur le canal 8 de la TNT, mais aussi l'élargissement de votre offre numérique, l'arrivée de vos nouveaux programmes. Bienvenue Emmanuel Kessler dans cet excellent. Bonjour Judith, Bonjour. merci. Bienvenue chez vous. Eh bien, on va écouter un petit extrait, c'est parti. Je t'attends depuis tout à l'heure. Tu vas bien? Impeccable, mon Bruno. Bon, écoute, bon timing. On avait prévu de se retrouver maintenant. Alors là, je sais que c'est un moment technique. Je dois avoir besoin de ton expérience, de ton aide et que tu m'expliques exactement comment on fait l'Oriane, puisque c'est avec le lever. Donc là, en fait, comme si tu voulais me faire un câlin. Bon, ça, c'est pas difficile. Ouais. Donc avec la main qui glisse un peu ici. Voilà. D'accord, comme ça. Voilà. Et après, alors, et là, tu fais 1, 2, 3, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3. Allez, vas-y. Attends, il faut que je m'appuie. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je ramène mes jambes. Aidant, il est temps de les aider du réalisateur Frédéric Saint-Simon sur Sud Radio avec Bruno Solo. Bruno, vous êtes immergé auprès des aidants. Alors vous êtes dans l'épisode 1, c'est Clémentine Célarier qui s'est prêtée au jeu dans l'épisode 2. Alors je l'ai dit, ce documentaire a reçu le laurier Civisme et Grande Cause lors de la cérémonie des lauriers de l'audiovisuel. Vous êtes monté sur scène avec l'équipe du film, dont le para-athlète Théo Curin, qui est nageur résilient, champion étonnant, avec qui vous êtes à l'image. Donc dans cet épisode, vous devenez l'aidant de Thierry. Et je le dis, c'est poignant. Théo, quand il est monté sur scène, il a pris la parole, et vous aussi. C'était un moment important. Puis j'ai envie de dire la consécration nécessaire de ces aidants, ces héros de l'ombre. C'est vraiment ça, quoi. Théo, c'est un garçon, pour ceux qui le connaissent, les auditrices et les auditeurs qui le connaissent, Théo Curin, c'est un ancien para-athlète, nageur, donc qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, et qui a donc, effectivement, dès lors qu'il était tout petit, été aidé par, en l'occurrence, ses parents, surtout sa maman, mais son papa également. Et lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est devenu cet athlète accompli, ce présentateur télé maintenant, il présente une émission qui s'appelle Slam sur France 3, il a eu envie de rendre hommage à ces gens, à ces femmes, à ces hommes qui sont les compagnons, les frères, les sœurs, les parents, qui sont au plus proche de ceux qui souffrent, ceux à qui il manque quelque chose, ou parce qu'ils ont une maladie dégénérative, ou parce qu'ils ont un handicap qui les empêche d'avoir une mobilité normale. Et ces gens-là, effectivement, les aidants, on en parle moins parce qu'on est focalisé, et à juste titre, parce que c'est nécessaire qu'on le soit, sur ceux qui sont aidés. Et l'aidant, souvent, il a besoin, lui aussi, d'aide, d'un soutien moral, d'un soutien psychologique, d'une reconnaissance de son statut, si tant est qu'il le réclame. Mais beaucoup ne le réclament même pas. Ils pensent que c'est leur devoir, comme une sorte de sacerdoce, comme ça, qui peut être parfois douloureux, parce qu'évidemment, lorsque ça se passe bien, tout est pour le mieux dans le plus délicat des mondes, peut-être, mais il peut s'avérer qu'on aide celui qui n'a pas toujours été là pour soi. Et il y a des cas de figure très connus d'enfants qui aident des parents ou de parents qui aident des enfants alors qu'il y a toujours eu un conflit, etc. larvé. Donc ceux-là, comme tous, mais ceux-là en particulier, de temps en temps, ils lèvent le doigt et ils disent « moi aussi j'ai besoin d'aide ». Et ils ne sont pas vraiment reconnus. C'est un vrai souci parce qu'il y a quand même pas loin de 5 millions d'aidants dans notre pays et de gens qui, effectivement, ne savent pas, lorsqu'ils sont face à ce drame, qui ne savent pas comment
comment faire, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'aide, de soutien psychologique, de soutien même technique aussi parfois. Oui, parce que c'est des gens qui abandonnent quand même la majorité de leur vie, en fait. En général, oui. Ouais. Et Théo, des années plus tard, a eu envie de faire un coup de projecteur sur eux. Et je trouve que cette initiative est belle. Et lorsqu'il me l'a proposé, parce qu'il connaît mon engagement sur certains de ces sujets, j'ai dit oui tout de suite. Je n'imaginais pas à quel point ça allait me bouleverser. Oui, parce que vous l'avez vécu, cette fois-ci, physiquement, vous l'avez vécu vous, quoi. Oui. Corps et esprit, j'ai envie de dire. Mon père était un aidant. Il s'est beaucoup... Oui, vous êtes d'une famille de militants sociaux, quoi. On voilà. peut dire comme ça. Mais oui, mais parce que la compagne de mon papa, la dernière compagne de mon papa, était atteinte de l'Alzheimer. Et il s'est beaucoup... Et moi, quand je le regardais faire, je ne voyais que quelque chose de sacrificiel. Et j'avais du mal à imaginer qu'il puisse s'épanouir dans l'idée d'aider celle qu'il aimait. C'est un joli lapsus. Oui, c'est un joli lapsus. Et c'est vrai que quand je le regardais faire, ma sœur et moi, lorsque nous le regardions faire, agir, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est que du sacrifice. À quel moment lui vit pour lui, justement? Et puis, en ayant vécu ne serait-ce que 2 jours, cette situation-là, j'ai compris, en l'espace de 2 jours, en tout cas, je me suis réconcilié avec l'idée que aider l'autre, ça n'était pas qu'un effort, ça n'était pas qu'un sacerdoce, ça n'était pas que douloureux, ça pouvait être un don de soi merveilleux, et j'ai mieux compris ce qu'il a vécu, ce que j'ai longtemps considéré comme un sacrifice. Et ça m'a apaisé aussi. Ouais. Mais par contre, je vais pas vous mentir, j'étais harassé quand je sais que Lauriane, la femme de Thierry, que j'ai donc aidé, c'est tous les jours de sa vie, depuis plus de 10 ans, et jusqu'à l'issue fatale, parce que la maladie de Charcot, puisqu'il était atteint de la maladie de Charcot, elle est de toute façon, il n'y a pas d'autre issue pour l'instant qu'une mort assez précoce. Et puis c'est une maladie, je crois que l'OMS l'a classée comme la maladie la plus cruelle qui soit, puisque c'est une maladie où vous êtes prisonnier de votre corps, tout en gardant totalement votre conscience, votre lucidité, votre intellect intact. Mais par contre, votre corps vous abandonne. Donc il y a une certaine cruauté à se voir à ce point démuni et ne dépendre que de l'autre. Il y a aussi des fois, celui qui est aidé, des fois, le prend avec une sorte de, si ce n'est de violence, mais une sorte de réticence comme ça qui peut rendre les rapports difficiles. Donc vraiment, les aidants ont besoin qu'on les aide et qu'on les remarque. Voilà. Vous dites que vous découvrez ce concept d'aider, mais vous le faites beaucoup, ça, Bruno. Déjà, vous êtes issu d'une famille où c'était la norme, j'ai envie de dire presque, et puis vous êtes ambassadeur de l'association La Voix de l'Enfant, vous êtes parrain de la Fondation Personnage, qui a été fondée par Lino Ventura, qui accompagne les enfants, les adultes touchés par une déficience mentale, un handicap physique ou psychique. Bon, l'engagement pour les autres, c'est quand même votre seconde nature, quoi. C'est malgré vous, presque, j'ai l'impression. Ouais, non. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque j'ai été approché par ces associations, en l'occurrence La Voix de l'Enfant il y a 25 ans et Personnage il y a 20 ans, je me suis dit que du fait de mon statut de comédien, d'homme susceptible de voir des caméras ou des micros se tendre sur lui, que la moindre des choses, c'était peut-être de temps en temps de profiter de cette médiatisation pour parler de ceux qui avaient moins de chance. Si tant est qu'il y en a qui estiment que c'est peut-être pas nécessairement une chance que de faire notre métier, mais moi je crois que c'est une chance de pouvoir communiquer là-dessus. Donc c'est vrai que du fait de l'éducation que j'ai reçue, le milieu duquel je viens, dont je suis issu, j'ai trouvé assez légitime de devoir, nécessaire de devoir m'engager, et je me trouve maintenant relativement légitime, puisque ça fait tellement d'années que je travaille sur ces sujets, que je sais à peu près en parler, que je connais un peu les chiffres, que je connais un peu les tenants et les aboutissants, et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est comme une seconde nature chez moi. Oui. On parle du documentaire de ce documentaire avec Bruno Solo, Emmanuel Kessler. Je rappelle que vous êtes PDG de LCP. Le documentaire, c'est un style que vous allez beaucoup développer, que vous développez énormément chez LCP, justement. J'ai envie de dire que ça permet vraiment La raison, c'est peut-être que ça permet d'amplifier la prise de conscience collective autour de sujets qui sont des sujets importants de ce type-là. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une ligne de force sur une chaîne comme LCP, qui est une chaîne parlementaire, alors qu'il y a toute une part de caisse de résonance, des débats d'actualité autour des projets, des propositions de loi, de la vie politique qui est assez mouvementée, pour essayer de la faire comprendre sans parti pris. Nous,
Notre principe, c'est qu'on donne les clés pour comprendre, et puis avec pluralisme, et puis que chacun se fait ensuite son opinion. Et je pense que c'est assez singulier dans... C'est la vraie vie parlementaire, en fait. Ce que devrait être la vraie vie bien, parlementaire. Voilà, c'est ça. Et dans le paysage audiovisuel, c'est assez singulier. Et à côté de ça, oui, on est une chaîne civique et citoyenne. C'est notre vocation. LCP, on va avoir 25 ans, on va peut-être en reparler, mais voilà, c'est vraiment une de nos vocations fortes. Et l'une des clés d'entrée sur justement la vie en société, la vie en commun, et ce que nous on appelle, c'est notre signature de chaîne. Vous, c'est Parlons Vrai, nous, c'est Donnons du sens. Voilà. Et l'une des clés d'entrée pour ça, c'est le documentaire. C'est-à-dire que se poser, on dit toujours aujourd'hui qu'une info chasse l'autre, qu'on est dans le fracas des tweets, d'Instagram, etc. Non, en fait, il y a de plus en plus de gens, enfin c'est vrai, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui ont envie d'aller plus loin sur des sujets de société, des sujets qui concernent notre vie en commun. J'aime pas trop l'expression vivre ensemble, mais enfin c'est bien ce que ça veut dire. Et donc on le fait à travers ces documentaires. On en diffuse plus d'une centaine par an. Il y a, même avec le jeu des rediffusions, il y a 600 portes d'entrée par an sur la chaîne parlementaire, sur des contenus et les documentaires sujets sont vastes, suivis d'un débat. Ça s'appelle Débadoc, l'émission animée par Jean-Pierre Gracien. Et ça peut être des sujets historiques, des sujets d'histoire politique et des sujets de société, parce qu'il y a des défis majeurs. Par exemple, là, ces jours-ci, on diffuse un documentaire sur le cannabis qui s'appelle Cannabis, le paradoxe français. Paradoxe pourquoi ? Parce que on est le pays qui interdit de façon extrêmement forte la consommation du cannabis, qui réprime, qui pénalise, et ça peut se comprendre à la limite, mais aussi le pays qui en consomme le plus. Donc il y a un paradoxe. Et donc ce doc essaye, en faisant parler tout le monde, ceux qui sont favorables à la dépénalisation, contre, etc., en donnant des exemples. Des clés de réflexion. De montrer ce qui se passe, de montrer la situation à Marseille, de montrer le narcotrafic. Voilà. Donc c'est un doc qui est intéressant. On en a fait un autre aussi qui va vous intéresser, qui rejoint un peu, qui s'appelle Maman Solo, les oubliés de la République. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant, Emmanuel Kessler. On est rattrapé par le temps. Vous êtes bien sur Sud Radio. C'est excellent avec le comédien qui s'engage. Ça va toujours vite à la radio. Et on est avec Bruno Solo, et le PDG de la chaîne LCP, Emmanuel Kessler. Emmanuel, c'est à vous la parole et vous allez la garder. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Et oui, c'est excellent, mais ça, vous le savez déjà. Ce soir, à mes côtés, le comédien Bruno Solo, lauréat du Laurier de l'audiovisuel Civisme et Grande Cause. Et puis, avec son livre aussi, Le Voyageur d'Histoire, aux éditions du Rocher. On est aussi avec le PDG de la chaîne parlementaire LCP, Emmanuel Kessler. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, Emmanuel Kessler, vous l'avez dit, LCP fête ses 25 ans cette année. Donc, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que ça serait... votre bilan? Alors moi, mon bilan, vous venez d'arriver, mais de ce que vous avez, si vous avez quelques mots pour résumer la chaîne, par exemple. Je peux vous en parler parce que moi, je suis arrivé sur l'autre chaîne parlementaire, qui est notre chaîne cousine. Parce que vous savez, on a un canal qu'on se partage. Après, on a chacun nos vies sur Internet, sur les réseaux, mais qui est aujourd'hui le canal 13 de la TNT, qui sera demain le canal 8. On va arriver sur la 8 le 6 juin. Mais c'est vrai que j'ai connu ces chaînes parlementaires presque au début. Je suis arrivé en 2003, j'avais été recruté sur Public Sénat par Jean-Pierre Elkabbach. Les deux chaînes ont été fondées, alors celle de l'Assemblée par Yvan Levaille et celle du Sénat avec Jean-Pierre Elkabbach. C'était les frères ennemis. Yvan Levaille, je le connaissais bien. C'était les frères ennemis du PAF. Yvan Levaille qui va d'ailleurs participer à une émission pour les 25 ans de notre chaîne. Et ce sont des chaînes qui ont démarré petits, justement, parce que les assemblées pensaient qu'il fallait, et au fond, ce qui les a fait démarrer est encore plus valable aujourd'hui, essayer de cultiver, ou peut-être plus retisser le lien entre les citoyens et la politique. Voilà, faire comprendre. C'est vrai qu'il y a une défiance vis-à-vis des élus et faire comprendre qu'en réalité, bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qu'il y a des élus qui se battent pour le quotidien des gens. Voilà. Et ça, c'est 25 ans d'histoire. Et peu à peu, ces chaînes ont trouvé leur place. On est arrivé sur la TNT, on s'y est installé, on a des audiences qui progressent. On n'est pas du tout dans la course à l'audience. Non, mais là, le Canal 8, c'est pas mal. Mais le Canal 8, c'est pas mal, ça va être... moi, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais citer, parce que moi, j'ai le droit de le faire. C'est plus que délicat pour lui, mais tant votre chaîne que Public Sénat. Et que on travaille d'ailleurs en bonne intelligence. Les deux vraiment, chaînes. C'est des chaînes que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a effectivement beaucoup de documentaires. Et puis parce qu'elles font écho à un mantra qui est très important pour moi, qui est une phrase du philosophe Alain. Allez-y. Qui est « Méprisez le peuple, bientôt il sera méprisable, estimez-le et il s'élèvera ». Et j'aime quand des chaînes comme France 5, pour ne pas la citer, comme votre chaîne, Emmanuel Kessler, qui effectivement ne
tombe pas dans une sorte de paresse intellectuelle qui tirerait vers les gens vers le bas, parce que moi, le premier, lorsqu'effectivement je suis devant quelque chose d'un peu facile, je peux me laisser aller à regarder. Et si on n'est que là-dedans, que dans cette sorte de facilité, dans cette sorte de paresse intellectuelle, eh bien, on ne s'élève jamais. Et en fait, chacun d'entre nous, même des gens qui ne le soupçonnent pas, adorent qu'on leur transmettre, qu'on leur apprenne, qu'on les élève, qu'on leur parle autrement, qu'on leur dise que le monde ne se résume pas simplement à quelques petites phrases, à quelques punchlines. Et c'est ce que j'aime dans ces chaînes, c'est que tout d'un coup, vous les regardez, vous avez quand même le sentiment que finalement, il y a une arborescence de choses, il y a une pluralité qui fait qu'en fait le monde est complexe, et c'est parce qu'il est complexe qu'il est merveilleux. Et c'est quand on veut le décomplexifier, si j'ose dire, qu'effectivement on rend les gens un peu paresseux, et de temps en temps, effectivement, parce que le public, faut le secouer aussi. Le public, il est un peu conservateur, il peut même être réactionnaire, mais quand je dis le public, je parle de moi, je m'intègre. On peut être un peu conservateur, un peu paresseux. Eh bien, quand il y a des intellectuels, des artistes, des sportifs, des politiques, des chaînes de télé qui vous disent parlons ensemble, débattons, et c'est ce qui manque tellement, la nuance et le débat, que j'ai l'impression quand même que ça va mieux maîtriser le peuple. Et on peut avoir de la confrontation sans s'envoyer des assiettes à la figure, avoir des vrais débats d'idées, et c'est ce qu'on essaye de faire, où les gens, c'est souvent ce qu'ils nous disent, alors les députés, mais pas seulement, les gens qui viennent dans nos émissions, ils nous disent, mais chez vous, on a le temps de s'exprimer, on n'est pas... Il y a on me dit la même chose, j'aime bien. Faut pas être ennuyeux, faut pas être chiant, donc il y a du rythme, il y a de la présentation, il y a des images, on explique le sujet, mais on laisse autant, on a le droit de développer son idée. Puis j'aime bien ce que vous dites en citant Alain, parce que moi j'avais eu le souci quand j'étais à Public Sénat, et je le continue aujourd'hui à LCP, de rendre aussi accessible des gens qui peuvent paraître compliqués. On a fait un doc sur Raymond Aron. Vous avez fait un truc sur Bergson bientôt? Vous avez écrit sur Bergson. J'ai écrit sur Bergson, c'est gentil de le dire, qui est contemporain d'Alain, et on a fait un doc sur Simone de Beauvoir, et alors vous allez faire d'autres trucs aussi. Et là aussi. On en prépare un sur Vladimir Jankélévitch. Ah, bravo. Vous faites des podcasts, vous allez arriver sur la plateforme France Télé. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent depuis que vous êtes arrivé. Il y a une stratégie de diversification en fait, c'est ça? C'est surtout l'idée que ce qu'a très très bien résumé Bruno, il faut que ça puisse atteindre tout le monde. Donc, on a bien sûr les réseaux sociaux, nos sites, etc. Mais on voit que la télévision aujourd'hui, elle se consomme plus seulement ce que les spécialistes appellent en linéaire, c'est-à-dire on est devant son écran ou devant son écran de télé à l'heure où il y a un programme. Mais voilà, ce qui marche aujourd'hui, c'est les plateformes. Alors les plus connues, c'est Netflix, mais regardez les plateformes comme France Télé, France.tv. Il y a beaucoup de contenu de replay. Donc, nous, notre stratégie, comme on est petit, même avec nos amis de Public Sénat, on n'allait pas créer notre propre plateforme. Donc, on veut s'arrimer à une plateforme puissante, d'où le fait qu'on prépare, là, ça va se faire d'ici le mois de juin, en même temps que notre arrivée sur le Canal 8, sur la plateforme France.tv. Et effectivement, c'est diffuser nos contenus, distribuer au maximum de gens là où ils sont, avec les formats qu'il faut, parce qu'il faut aussi parler aux jeunes, d'où bien sûr l'importance des réseaux sociaux. Et on est aussi, par exemple, sur le podcast, sur la plateforme de Radio France, où il y a la version audio de nos émissions, et des podcasts dits natifs, pardon de jargonner, c'est-à-dire des émissions qui sont créées pour le podcast. Et on vient d'en lancer une la semaine dernière qui s'appelle Bourbon Hebdo, les coulisses de la semaine au Palais Bourbon. C'est bien parce qu'avec vous, j'ai rien besoin de faire, ça glisse. On a des journalistes qui... un professionnel de la communication. Non, je m'arrête, qui passent leur semaine dans les couloirs, ce qu'on appelle la salle des 4 colonnes, la salle des conférences à l'Assemblée. Et donc, ils ont plein de petits trucs qu'ils n'ont pas le temps de raconter. Et le vendredi, ils vont venir le raconter dans le podcast. Voilà. C'est bien. Et sur les jeunes, pour toucher sur les réseaux sociaux et tout, c'est quoi la stratégie en fait? C'est aussi de créer peut-être des versions courtes? Oui, alors on a ce qu'on appelle nous dans le jargon des pédagogues. Il y a une motion de censure, on explique ce que c'est, 49.3 on explique ce que c'est, et de façon un peu ludique et racontée, et on met ça sur Instagram, sur TikTok, parce qu'il faut y aller. Enfin, moi je pense qu'il ne faut pas déserter les réseaux sous prétexte qu'il y a des problèmes. Parce que sinon, on laisse que les contenus sur, je sais pas quoi... subversifs, populistes et tout le temps. Ouais, voilà, c'est-à-dire les fake news. Donc, il faut y aller. Si un jour, le gouvernement nous dit, vous arrêtez, nous, on suivra la loi. C'est vrai que sur X, on duplique maintenant sur un autre réseau qui s'appelle, je crois, Blue Sky, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on y va au maximum. Et X, avec des formats qui sont adaptés. Il ne faut pas que ces réseaux soient phagocytés par les haters, etc. Et c'est tout dans l'intérêt de ceux qui ont envie de transmettre honnêtement l'information ou quoi que ce soit, d'aller et de
prendre la place sur les réseaux, que ça soit Twitter, enfin maintenant on appelle ça X, ou TikTok ou Instagram. Alors moi je suis un peu une exception à la règle, mais je n'ignore pas la On va en parler de votre bouquin. Non. Du côté ludique, en fait. Non, aussi. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, ah bon, du tout? Mais pas du tout. Je suis même pas un déçu qui les a quittés comme mais vous beaucoup avez une de assistante copines. Qui fait non, personne, même pas. Rien. D'accord. Il y a rien. Je suis ni sur Instagram, mais ni pourquoi? sur Facebook, ni sur X, ni sur TikTok, ni sur rien du tout. Je vis en marge de cela. Je n'ignore pas que ça existe. Je me renseigne. Je vis pas complètement dans une caverne en ignorant ce qu'il s'y passe. Ma femme, mes enfants, beaucoup de mes amis, Eux, ils sont etc. sur les réseaux. Votre femme, elle est sur les réseaux. Oui, mon épouse, mes enfants, et puis beaucoup de gens que je connais. Mais moi, j'ai décidé de vivre en marge de cela parce que déjà, je suis un lecteur invétéré et que j'ai très bien vu autour de moi tous ceux qui sont récemment, comme mon camarade Yvan Le Bolloc, qui passe sa vie sur les réseaux, il lit beaucoup moins. Et je pense qu'il devrait y revenir à la lecture. C'est totalement chronophage. C'est totalement chronophage. Mais vous y êtes, vous, un petit peu, alors, Emmanuel Kessler? J'y suis un peu. Mais si je commençais le métier aujourd'hui, je serais obligé d'y être. Mais moi, j'ai 60 piges. Vous êtes déjà assez installé pour pas en avoir besoin. J'ai 60 piges, j'en ai pas nécessairement besoin. Le jour où on me prouvera par A plus B que je ne peux plus continuer ma carrière de comédien, d'auteur ou quoi que ce soit, de réalisateur. Pas là, heureusement. Oui, mais si jamais on me le prouve, mais jusqu'à présent, tous ceux qui ont essayé de me convaincre d'y aller n'ont pas réussi à trouver des arguments suffisamment probants. Par exemple, dimanche matin, je sais pas pourquoi, j'étais sur mon fil Facebook. J'ai continué, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, stop. Pardon, en plus c'est has-been Facebook. Mais je suis boomer. Même moi, je le savais. On a le même âge. On est à peu près de la même génération. Je vous rassure, moi aussi, je me sers de Facebook, tout va bien. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai rien lu encore. Ça fait 1 heure que je suis dessus et j'ai arrêté. Et vous avez allumé la télé. Et j'ai pris mon appli, mais j'ai lu tous les journaux du dimanche. Voilà. Puis ensuite un bouquin. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que très très vite, c'est une addiction, même pour nous. Donc qu'est-ce que ça doit être pour des jeunes qui ont 10, 12, 15 ans? Enfin, c'est vraiment à éviter. C'est vraiment quand même. Mais en même temps, comme média, il faut absolument qu'on soit là parce que si on peut donner quelques bonnes infos qui soient au milieu de fake news, je pense qu'on fait œuvre utile. C'est clair et c'est excellent, c'est normal, vous êtes sur Sud Radio, vous restez connectés, nous on revient tout de suite avec l'acteur, réalisateur, producteur Bruno Solo et puis Emmanuel Kessler qui est PDG de la chaîne parlementaire LCP, vous restez là, nous on revient, bye bye, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent. Et ce soir, on est en compagnie de Bruno Solo, qui est comédien et auteur du livre Le Voyageur d'Histoire aux éditions du Rocher, puis aussi lauréat du laurier de l'audiovisuel Civisme et Grande Cause, des lauriers de l'audiovisuel. Puis on est aussi avec Emmanuel Kessler, qui est PDG de la chaîne parlementaire LCP. Alors Bruno, vous avez écrit ce livre dont je viens de parler, Les Voyageurs d'Histoire aux éditions du Rocher. Alors c'est la suite de votre livre Les Visiteurs d'Histoire, c'est le tome 2. Alors dans le 1, les grandes histoires et dîner chez vous. Dans le 2, c'est vous qui allez les voir. Vous voyagez dans le temps, en fait. Vous me rendez presque jalouse, parce que j'aurais bien fait à votre place. Puis alors, vous dialoguez avec Cléopâtre, évidemment. Puis il y a François Rabelais, il y a la comtesse de Ségur. C'est un peu un fantasme universel que vous réalisez, en fait. On aurait tous envie de prendre un vaisseau et d'aller parler à la comtesse de Ségur. Enfin, en tout cas, surtout, moi, chacun a ses héros. Oui, on n'a pas nécessairement envie d'aller voir ceux que moi, je suis allé découvrir dans leur lieu, à leur époque. Dans le premier, effectivement, c'était tiré d'une frustration qu'on avait tous pendant le confinement. On avait le sentiment qu'on pouvait plus rentrer en contact les uns les autres, qu'on pouvait plus inviter. D'ailleurs, on nous conseillait de ne pas inviter les gens. C'était plus ou moins prohibé. On ne pouvait pas aller dans les restos et tout. Et puis, j'ai commencé à fantasmer sur une sorte de dîner idéal où j'ai convié des personnages historiques, hommes et femmes, qui avaient marqué mon enfance. J'ai toujours été passionné par l'histoire, aussi loin que mes souvenirs remontent. J'ai eu de très bons profs et des parents passionnés par l'histoire. Donc, j'étais le fruit de cette culture-là. Et donc, je me suis dit, et si je faisais ce dîner? Donc, je travaille avec des historiens qui m'amènent le matériel nécessaire. Je sais presque envie de dire le matériau nécessaire. Et une fois que j'ai tout rassemblé, je fais ma propre histoire et je leur resoumets ensuite pour qu'ils me disent ce qui va ou ce qui ne va pas. Et alors, je ne veux surtout pas faire de révisionnisme ou d'histoire spectaculaire. Ouais. Je déteste ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on vous lit, on y va, quoi. C'est avec vous, donc dans le détail, c'est très clair. En fait, vous nous faites voyager presque comme dans un film. On sent le réalisateur derrière, c'est-à-dire qu'on vous voit vous projeter dans l'image que vous décrivez.
élevé, en fait. Oui, parce que je voulais aussi que ça ressemble à ma nature, mon métier de comédien, effectivement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dialogues, c'est presque une rencontre théâtrale, je discute avec eux, on échange, j'imagine comment ils auraient pu me répondre à certaines questions. Elles sont toujours soumises, bien entendu, à des sources, à des documents qui font que je sais vers quoi je veux les amener. Mais dans le second, donc Le Voyageur d'Histoire, qui est sorti l'année dernière, en 2023, pardon, il y a presque 2 ans, dans celui-ci, effectivement, j'ai eu envie d'aller dans leur époque. Non pas les faire venir chez moi, mais de sentir l'atmosphère autour de là où vivait Cléopâtre, là où vivait Rabelais. Pourquoi Rabelais ? Parce qu'il était le vicaire de Meudon. Meudon, c'est la ville que j'habite depuis plus de 20 ans. Pourquoi la comtesse de Ségur, qui a déclenché la vocation de... Alors parlons-en, de la comtesse de Ségur. Moi, je fais une petite confidence aux auditrices, aux auditeurs. C'est un livre que ma mère m'avait transmis, qui est un vieux livre des années 50, que j'ai lu à ma fille également, Les Malheurs de Sophie, Les Mémoires d'un âne, etc. C'est quand même une dame qui a bercé l'enfance de milliers, de millions d'enfants, en fait. Surtout de notre génération, un peu moins maintenant. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai, on est un peu vieux maintenant. Mais du coup, en fait, c'est presque perturbant, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est elle qui est en face, et que vous arrivez, en fait, à recréer les personnages un peu comme ils étaient, peut-être par cœur. Alors déjà, parce que j'ai travaillé avec des gens qui m'ont donné le matériel nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, les documents nécessaires pour imaginer. Je suis arrivé au moment où elle déménage de son château de Noailles pour aller retourner à Paris, parce qu'elle est totalement désargentée suite à la mort de son mari. Et c'est une femme qui s'est réinventée. Voilà, c'est une femme qui s'est réinventée. Elle a perdu sa propriété, elle est obligée de partir. Bon, et puis elle est trop grande pour elle. Et j'arrive à ce moment-là comme un métayer qui vient lui offrir des fruits, parce qu'elle avait la passion des fruits, et notamment des fraises. Et en prenant une fraise, elle m'évoque un vieux souvenir très douloureux, parce que Rostopchine, son vrai nom, Sophie Rostopchine, qui était la fille de l'homme qui a brûlé Moscou lorsque Napoléon était aux portes de Moscou, lors de la campagne de Russie. C'est fou. Elle est venue en France suite à cette histoire, et évidemment, elle a été accueillie, elle, son papa et sa maman, comme des héros, parce qu'après, évidemment, en 1815, la Restauration, tous ceux qui avaient combattu Napoléon étaient considérés comme des héros. Donc, elle est venue dans ce pays-là, et je la rencontre à ce moment charnière de son existence. Et c'est une femme qui m'a touché, parce que moi, effectivement, je viens d'un vivier plutôt très à gauche. Mes parents étaient libertaires, libres penseurs et tout. Et lorsque mon père, notamment, a découvert que je lisais quasiment en cachette une revue licencieuse, La Comtesse de Ségur, il m'a demandé de lui rendre des comptes. Très gentiment, mais il m'a dit, mais comment ça se fait que toi, avec l'éducation que tu as reçue, tu lis cela? Donc j'essaye d'expliquer pourquoi, parce qu'elle m'a initié à la grande littérature. En fait, en découvrant vers 10, 11 ans La Comtesse de Ségur, j'ai eu envie ensuite de découvrir Balzac, Stendhal, Flaubert, les grands auteurs, parce qu'elle a un style quand même. Et puis j'ai découvert que c'était une femme moins réactionnaire qu'on a voulu bien nous le faire croire. Et en fait, on découvre que c'est timidement, évidemment, c'est pas Françoise Dolto, mais timidement, elle a commencé à dire aux bourgeois et aux aristocrates que l'éducation des enfants ne pouvait passer par autre chose que les sévices, ou les punitions, ou la terreur psychologique. Et donc, elle le dit au travers d'un livre, parce que Les Malheurs de Sophie, c'est ses malheurs à elle. C'était une enfant battue, c'était une enfant martyrisée, et au travers de ses livres, elle dénonce cela. Alors évidemment, il faut savoir lire, il y a quelque chose d'un peu conservateur, etc. Non, mais il y a un charme fou, et très bien écrit, et qui m'a donné aussi envie, moi, de m'occuper plus tard. Je pense qu'inconsciemment, elle a déclenché mon envie de m'occuper et d'être au plus près des enfants et de les soutenir dans les moments les plus délicats. Merci madame. Alors, ce qui est génial, c'est que ça va donner envie de lire. Voilà, c'est un peu la même chose que c'est qu'avec sa notoriété, l'effort que fait Bruno pour que son livre soit facile à lire, il va donner envie de lire les livres même. Ça, c'est super important. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de Bruno, c'est que c'est un angle érudit, mais aussi ludique. Voilà. Ça donne envie de s'amuser. En fait, on s'amuse en lisant aussi, puis c'est passionnant, effectivement. L'histoire, vous la mettez à l'honneur aussi sur LCP. Il y a beaucoup de docs, on y revient. Il y a Vichy, par exemple, La Guerre froide. Je me dis que je vais
Il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais, très volontiers. Alors, c'est l'émission qui crée le lien. Donc, si vous ressortez de là avec un projet, je suis ravie. Excellent. Voilà, c'est excellent, bien sûr. Et puis, il y a aussi le documentaire Mon Chirac du regretté Jean-Louis Debré. Alors, je voudrais quand même qu'on en dise quelques mots de ce documentaire, parce que c'est aussi une manière très particulière de plonger dans la vie de notre ancien président, qui est une manière extrêmement intime aussi, puisque vue par l'un de ses plus proches conseillers et amis, qui est Jean-Louis Debré, qu'on vient de perdre et qui venait souvent, d'ailleurs, dans cette émission. C'est un choix aussi, ça, de vision, en fait, que vous avez fait. Alors, d'ailleurs, là-dessus, je rendois à César ce qui appartient à César. C'est un documentaire qui avait été produit et diffusé la première fois pendant la présidence de Bertrand Delay, qui était mon prédécesseur à ce poste, qui avait eu cette intuition. Surtout, ça partait d'un livre de Jean-Louis Debré, et à l'époque, LCP s'est dit, pourquoi ne pas en faire un documentaire? Et c'est vrai que Jean-Louis Debré a été extrêmement partant sur cette idée. On le sent dans le... Voilà, il aime Chirac et il aimait parler de Chirac, il aimait montrer Chirac, et donc c'est un documentaire intime, et c'est un documentaire qu'on a justement diffusé là à l'occasion de la mort de Jean-Louis Debré, parce que c'est un hommage à Debré, c'est un hommage à Chirac. On va le diffuser d'ailleurs au moment du 30e anniversaire, ça va faire 30 ans de l'arrivée de Jacques Chirac à l'Élysée en 95. Ça nous rajeunit pas. Il n'y a rien qui nous rajeunit, de toute façon. Même les nouvelles de la veille. On avait eu aussi sur LCP, et en plus, ce sont des documentaires qui ont fait vraiment des records d'audience. Donc, on avait eu aussi un Giscard par Frédéric Mitterrand. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un peu la même idée. C'est comment, avec des personnages qui ont côtoyé, ou entre Giscard Mitterrand, c'était en plus un paradoxe, voilà, d'aller dans l'intimité, au-delà même de ce qu'ils montrent d'eux superficiellement, essayer d'aller dans l'intimité de ces personnages politiques. Et en qui fait, sont majeurs. rentrer dans leur intimité, on sort du ludique, mais on y est quand même. C'est-à-dire que ça excite notre curiosité, et effectivement, ça nous donne des informations qu'on ne serait pas forcément allé chercher autrement. Vous savez, la politique, c'est ce qui fait son charme quand même si parfois les gens sont... C'est que c'est quand même un métier de passion, où les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes, et où il y a ce jeu permanent entre des grandes causes qu'on va essayer de défendre, des grandes propositions, et puis des choses très très humaines. C'est pour ça que je leur en veux, moi, à certains politiques, de dévoyer ce qu'est la politique, parce que la France est un grand pays politique. Un grand pays politique. L'abolition des privilèges, le jeu de paume, 1789, tout ça, c'est vraiment un grand pays politique. Et quand les politiciens font de la politique politicienne, c'est là qu'effectivement on se désintéresse de la politique. Et ça, c'est grave, parce que c'est essentiel pour faire société à la nation, quoi, la politique. Vous qui êtes passionné d'histoire, l'un comme l'autre d'ailleurs, et de politique, effectivement, ce qu'on voit dans la classe politique d'aujourd'hui, c'est qu'elle manque de fond. Elle n'a pas lu votre bouquin, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si, ils en ont, mais ils s'en servent pas nécessairement. Il y en a quand même pas mal qui manquent de culture, peut-être, quoi. mais enfin, il y a aussi des gens comme Mélenchon, mais quand on voit comment il se sert de son intelligence pour effectivement devenir un politicien uniquement habité, ivre de lui, c'est dommage, parce que effectivement, il n'est pas à la hauteur de sa culture, mais il y a des hommes politiques très cultivés, mais effectivement, la jeune classe politique, je sens qu'effectivement, il y a un petit défaut de connaissance. Mais voilà, je voudrais amender un petit peu ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a le théâtre, et les Français aiment quand même ça, parce qu'ils regardent les questions d'actualité le mardi et le mercredi chez nous. La motion de censure de Barnier, c'est notre record historique d'audience. On a fait jusqu'à 1 million de téléspectateurs, 4,5% de part de marché, donc il y a cette part-là. Mais il y a aussi à l'Assemblée nationale, et nous, c'est ce qu'on essaie de montrer, des gens qui travaillent sur des sujets de fond. Avant de venir chez vous, j'étais avec Agnès Firmin-Lebaudot, qui est une députée qui a beaucoup travaillé sur la fin de vie, qui me reparlait de la façon dont le débat allait se passer avec maintenant 2 textes au lieu d'1. Et je peux vous dire que c'est une cause qui lui tient à cœur, avec mesure, avec nuance. C'est les têtes de gondole, des fois, les politiques qu'on met en avant, qui sont pas à la hauteur. Vous voyez, Hugo Bernalicis, je discutais aussi avec lui sur la question du cannabis. Il en avait une vision de quelqu'un qui... On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il propose, mais en tout cas une vision de quelqu'un qui s'intéresse au sujet et au fond du sujet. Voilà. On va y revenir tout de suite, ça nous intéresse tous. C'est excellent, comme tous les dimanches à 19h, avec ce soir le comédien, auteur Bruno Solo, le PDG d'LCP, Emmanuel Kessler. Vous restez là, on revient pour la fin de l'émission. À tout de suite.
Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir. On crée le lien entre le comédien et réalisateur, et ça marche d'ailleurs, hein. Bruno Solo, lauréat du Laurier de l'audiovisuel Civisme et Grande Cause, au Laurier de l'audiovisuel pour le documentaire aidant Il est temps de les aider. Puis on est avec le PDG de la chaîne parlementaire LCP, Emmanuel Kessler. Alors juste avant la coupure, j'ai dit qu'on allait parler du cannabis, mais je voulais en parler justement pour entendre, puisque vous avez des relation directe avec les députés, en fait, vous savez un peu quelle direction c'est en train de prendre entre les pour et les contre, et pourquoi c'est tellement un sujet de société. Alors, pour ou contre, en tout cas, c'est la question de savoir si, c'est ce qu'on explique dans notre documentaire, tout est pénalisé aujourd'hui et on est un pays gros consommateur, donc qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ce que je peux dire politiquement, on ne sent pas du tout une évolution législative. C'est un débat qui est porté. Il y aura des discussions, mais on ne sent pas une évolution parce que voilà, il y a quand même une très forte opposition et qui peut se comprendre parce que et le documentaire le montre d'ailleurs. Il y a des effets tout à fait délétères de la consommation de cannabis, mais voilà, c'est un sujet qui est aujourd'hui dans la société et ce documentaire que vous pouvez voir cette semaine, soit sur notre antenne en direct, soit sur le replay, voilà, il essaie de vous donner des clés pour vous faire votre propre opinion et voir la complexité d'un sujet qui a plein de ramifications. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir les différentes couches. Voilà, on a aussi, je parlais, puisque c'est l'homonyme de Bruno, ce Maman documentaire solo. sur les mamans seules, dans le temps on disait les mères célibataires, maman solo, les oubliés de la République. Et ça, c'est un combat qui va être porté par un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale pour essayer, sinon de leur donner un statut, de prendre en compte leur situation qui est très particulière. Je peux vous dire que ce documentaire est très émouvant parce qu'on a des témoignages de femmes qui se débrouillent toutes seules, qui se réunissent ensemble pour échanger leur expérience, et c'est pas toujours facile. Ouais, c'est sûr. Alors, on a parlé cannabis, on va parler café maintenant, un tout petit peu quand même. On s'écoute un petit extrait, s'il vous plaît, de Caméra Café. Ah non mais là ça passe là. Non mais ça passe pas là. Mais enfin arrête bordel. Je suis sûr que ça passait là. J'avais anticipé sa trajectoire. Ça improvise plus à cet âge-là. Voilà, c'est pour ça qu'on y va en train. Je supporte plus de monter en bagnole avec toi. Regarde-moi ce travail. Allez mamie, on a rien à prendre. Oh. Mais voilà, ça y est, elle est tombée. Tu l'as retournée, elle est comme une tortue sur le dos maintenant. Pardon. On rit d'horribles choses. Bah oui, c'est le principe de l'humour noir et de la comédie à l'italienne. Ouais. Ça, c'était tiré du film Espace Détente, le premier. Exactement. C'était pas dans la série. Alors, télé. effectivement. Alors, en fait, j'ai fait écouter ça parce que vous allez revenir sur M6. Vous êtes en plein travail. Est-ce que j'ai le droit de dire 2-3 trucs ou pas du tout ? Ah oui, non, c'est pas. Alors, je vais vous dire ce que j'ai trouvé hein. dans la presse, parce que bon, il n'y a pas grand-chose quand même sur les réseaux qui a fuité. C'est que vous allez revenir avec une quotidienne sur M6, c'est ça ? Ah oui, mais ça, c'est pas Caméra Café, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Non, mais c'était pour faire un petit rappel. Oui. Avec Elena Noguera, entre autres, ouais. C'est ça, dans un truc qui s'appelle Jour 1. Alors non, je crois que c'est le titre de travail pour l'instant. D'accord. En fait, chaque jour, c'est le cas de le dire, il change le titre. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore. On commence je crois qu'il brouille les pistes parce que c'est un énorme projet d'M6. Il lance, comme beaucoup de chaînes, France 2, TF1. On est tous un peu à l'affût, quoi. Voilà, ils lancent leur quotidienne, voilà, leur série, leur grand soap, etc. Moi, pendant longtemps, j'ai refusé d'en faire parce que j'avais l'impression que c'était, si ce n'est une voie de garage, en tout cas, que je pourrais pas m'y épanouir. Et puis finalement, j'ai été convaincu déjà par M6 parce qu'ils ont su être convaincants. Et puis aussi parce que je lance l'aventure avec Elena Noguera. Nous allons être les têtes de gondole, même si tout autour de nous, il y aura évidemment... pas une série de boomers, hein. Bon, Elena Noguera, elle a peine 20 ans. Elle est toute jeune. Mais bon, effectivement, il va y avoir... non, si, je dis quand même. Elle est beaucoup plus jeune. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, vous me dites que je suis vieille. On doit avoir à peu près le même âge. Il va aller toute seule. Vous êtes trahi toute seule, Judith. Allez-y. Ils vont faire... Nous serons donc effectivement les deux acteurs un petit peu connus du grand public. Je crois qu'il y a Vincent, je ne crois pas, il y a également Vincent de Sagna. Et autour, évidemment, il va y avoir toute une pléthore de jeunes actrices et jeunes acteurs en devenir. Et c'est ça qui vous plaît aussi, hein ? Oui, puis parce que voilà, je vais transmettre. C'est le vieux sage qui va transmettre son savoir. Non, comme mais parce vous aimez faire aussi en général. Le personnage est intéressant, c'est une expérience assez chouette, et puis ça me permet aussi de préparer notre retour avec Caméra Café pour un one-shot de 90 minutes qu'on va faire pour tourner au mois de septembre. Et puis voilà, et puis M6, c'est quand même la chaîne qui m'a beaucoup aidé. C'est la chaîne qui m'a beaucoup aidé quand même, grâce à laquelle j'ai pu développer Caméra Café, quand même
mais... En fait, c'est ça qui vous a fait connaître vraiment du Non, public. avant, il y a eu La Vérité si je mens quand même. Oui. Et puis avant, il y avait eu le... Ça vous a installé, quoi. C'est là que je vois que vous êtes jeune. Parce non, que La avant, Vérité si je mens, je l'ai lu, je l'ai vu, pardon. Non. Ce que vous n'avez pas vu. C'est là que je vois que vous êtes jeune, parce que j'avais commencé en 1990 avec le Top 50, puis le Plein de Super. Alors, je regardais pas trop la télé à cette époque-là. Bah oui, mais vous n'étiez pas née. Si, j'étais très née. Non, à peine. J'étais très née. Et donc voilà, moi j'ai commencé bien avant Caméra Café, qui a été à l'antenne en 2001. Ouais. Oui. Et moi, entre 90 et 2001, j'ai fait, vous avez fait des trucs quand même. 2 fois deux Vérités si je mens, ça, je les ai vus. et voilà. Oui. Et ce qui est quand même remarquable avec Bruno, c'est l'éclectisme de ses choix. Voilà, il n'y a pas d'étiquette, il y a pas. Non, parce que je suis un autodidacte, donc peut-être que je ne m'interdis rien. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que en France, on a parfois tendance à mettre les gens dans les cases et qu'on puisse faire du sérieux et du rire, passer un message sur les aidants et en même temps faire Caméra Café. Oui, ça évolue, et tant ça mieux. évolue, mais pas c'est tant super que ça important. non plus. Mais c'est vrai que le fait d'être autodidacte, de ne pas sentir enfermé dans un créneau particulier. Et puis l'étiquette, ça dépend. Si on vous donne l'étiquette, c'est vous qui la collez. Oui, vous la collez sur le front, elle est facile à enlever. Si c'est quelqu'un qui vous met l'étiquette, qui vous la colle au milieu du dos et que vous avez les bras un peu courts, et ben l'étiquette, vous la gardez toute votre vie. Et le truc qui est le plus important, je pense, et je pense peut-être on partage ça, c'est qu'on se lève le matin avec passion. Voilà, ce qu'on fait, on le fait avec passion. Emmanuel Kessler, on parle de nouveaux programmes avec Bruno Solo. Vous aussi, vous avez un nouveau programme avec quelqu'un qu'on connaît très bien sur Sud Radio. Vous me permettez de l'annoncer ? Oui, vous avez le scoop alors, parce que je crois qu'on devait attendre encore quelques jours. Oui, mais bon, comme c'est Alexandre Devecchio, Judith est bien informée. Voilà. Qu'on connaît bien. Ce programme, ça s'appelle Controverse. Dites-nous en plus. Controverse, oui, c'est un concept qu'on avait testé l'année dernière et que là, on va généraliser. On le fait en partenariat avec le Figaro TV. L'émission est donc animée par Alexandre Devecchio. Et elle est inspirée d'un concept anglais qui a été développé par Christina Flelou d'Opinion Square. On met 2 personnes en face à face, et là le thème ça va être la France est-elle en déclin. Elles s'opposent et il y a un jury composé en particulier d'étudiants qui donne son avis au début et à la fin. Et c'est intéressant parce que c'est une espèce de joute oratoire. On teste des arguments, alors toujours chez nous à la fois avec le fond, le respect, mais en même temps le rythme. Et c'est Alexandre qui est le chef d'orchestre. Et à la fin, on voit si les gens ont pu changer d'avis en fonction des arguments des uns et des autres. Voilà, il y aura 4 émissions d'ici l'été. Donc c'est un débat constructif. C'est une agora, exactement. Voilà, c'est un débat constructif. On a la chance d'avoir un plateau où on peut avoir une vingtaine de personnes en plateau et on a presque 80 étudiants qui sont à distance avec nous. On a noué un partenariat avec un très beau réseau d'écoles qui s'appelle l'INSEC. D'accord, vous avez le droit de tourner, puisque vous êtes la chaîne du Sénat quand même, vous avez le droit de tourner de l'Assemblée nationale. Pardon, oui, c'est vrai. On a tendance à confondre, il va falloir que vous clarifiez tout ça. Mais mais vous avez le droit de tourner des fois dans l'hémicycle. Vous faites des émissions à l'intérieur de l'hémicycle. Non, mais des émissions vraiment des émissions éditoriales. On ne peut pas en faire dans l'hémicycle. On a notre studio qui est presque sous l'hémicycle. On a même 2 plateaux. Très rarement, ça a été le cas tout récemment, l'hémicycle, mais encore une fois, c'était sous le contrôle de l'Assemblée, a été l'objet d'une représentation historique sur les questions d'actualité qui ont célébré leurs 50 ans, mais l'hémicycle est exclusivement réservé, parfois pour des tournages historiques, mais sinon pour les parlementaires. Je vous arrête parce qu'il nous reste 2 minutes 30. J'ai 2 questions, des réponses rapides, s'il vous plaît. D'accord, promis. Première question, votre figure tutélaire dans la vie, Emmanuel Kessler? Ma figure tutélaire, écoutez, il y a Henri Bergson, Raymond Aron. Ah bon? Je vais citer Jean-Pierre Elkabbach parce que quand même c'était un maître dans le métier. Ouais. Et vous, Bruno Solo? Mes parents. Ouais. Ça c'est évident. Ils ont été tout pour moi. Je les ai perdus à 1 an d'intervalle. Mon papa en 2018, ma maman en 2019. Quelque chose dont ma sœur et moi ne nous sommes jamais véritablement remis, mais ils sont là. Les invisibles ne sont qu'invisibles, ils ne sont jamais absents. Bien sûr. Et autrement, dans les personnages historiques, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Garibaldi. Un homme qui a eu l'occasion d'avoir tous les pouvoirs entre les mains, qui aurait pu devenir un dictateur et qui ne l'a jamais fait, et qui a rendu le pouvoir au peuple. Respect. Voilà. Même si c'était, à l'occasion, un type un peu mercenaire, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour les libertés de beaucoup de pays, l'Italie évidemment, mais aussi l'Amérique du Sud. J'aime bien vos réponses courtes. Bon, il est né à Nice. Il est né à Nice. Dernière question. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez, Emmanuel Kessler? Ne regrette jamais rien. D'accord. Et sois passionné. Vous avez regretté des trucs? Justement, j'ai rien regretté. Ah bah tant mieux. Voilà. Bruno Solo. Le vrai bonheur, c'est se souvenir du présent. C'est pas de moi, c'est de Jules Renard. Que c'est joli. Bah ça sera le mot oui, de parce la que fin. pour quelqu'un qui s'intéresse au passé, il faut quand même avoir conscience du bonheur du présent. Bon, Bruno Solo, on a bien compris qu'on allait vous retrouver sur M6 très 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 bientôt. Oui. Puis au cinéma aussi.
Non, pas au cinéma, mais je fais la saison 9 de mon émission de la Guerre des Trônes sur France 5. Très intéressant. Et qui se passe dorénavant en Égypte. On va s'arrêter sur la campagne d'Égypte de Napoléon. Ah, ça, c'est passionnant. Et la vocation de l'égyptologie qui est née de non-vivants et de Champollion, évidemment. Emmanuel Kessler, LCP, ça arrive le 6 juin sur la 8. Sur la 8, c'est les 25 absolument. ans cette année. 25 ans, et donc il y aura 3 journées assez exceptionnelles, en particulier des émissions qui seront faites avec nos amis de Public Sénat, pour dire à Bruno qu'on s'est travaillé ensemble, pour célébrer cette arrivée sur la 8, maintenant LCP c'est 8. Super, merci à tous les deux d'être venus par ici, merci beaucoup, c'était excellent. Merci Judith. Merci, c'était excellent. Donc on se retrouve samedi prochain à 13h30 pour Destin de femme qui devient Parlons femmes. Et oui, ça change de titre. Et puis dimanche 19h pour un nouveau C'est excellent. En attendant, je vous embrasse. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis bye bye.